Pour la diversité et l'inclusion économique, le mouvement est lancé. Ensemble, nous agissons déjà pour une cause créatrice de valeur. Ensemble, nous avançons. Mais nous voulons aller plus loin. Plus vite, plus haut. En 2022, le sommet de l'inclusion économique sera placé sous le signe de l'impact. Impact pour faire bouger les lignes. Impact pour faire changer les mentalités. Impact pour transformer notre société durablement. Sommet de l'inclusion économique. Agir avec impact. C'est quand même dommage d'embaucher toujours les mêmes profils quand on sait que l'inclusion est source de performance. Sur Mosaïque Talent, accédez gratuitement à des milliers de talents de la diversité et trouvez les meilleurs profils grâce à notre algorithme de matching. Pour Mohamed, Awa, Jonathan, Céline et Sohan, décrocher un entretien d'embauche a toujours été compliqué. Pourtant, ils sont nés à Paris, Trappes, Lyon, Marseille, Saint-Étienne et ont tous fait des études supérieures. En France, on obtient un entretien après avoir envoyé 5 CV en moyenne. Il en faut 4 fois plus quand on s'appelle Nadia. Préjugés, idées préconçues, maladresse, discrimination. Nous avons décidé d'agir en créant Mosaïque RH, un cabinet de recrutement non-profit pour accompagner les entreprises, puis un campus pour accompagner les talents et pour accélérer les mises en relation, puis une plateforme de recrutement où l'on peut accéder gratuitement à des dizaines de milliers de profils qualifiés venant de toute la France. En 13 ans, notre groupe a collaboré avec plus de 2000 entreprises et permis près de 15 000 recrutements de jeunes diplômés et d'expérimentés issus de la diversité sociale, territoriale ou culturelle. Nous favorisons ainsi la rencontre avec les véritables pépites de demain, qui échappent au radar des canaux habituels. Nos actions génèrent un impact économique positif pour la collectivité en évitant des coûts estimés à plus de 10 000 € par talent sans emploi. Pour aller plus loin, pour provoquer un changement social à grande échelle, nous avons créé la Fondation Mosaïque, qui englobe l'ensemble de nos activités. La Fondation multiplie les programmes de rencontres développés au cœur des territoires, permettant de déconstruire les imaginaires discriminants et de faciliter l'action. Elle diffuse ensuite ses idées et les bonnes pratiques auprès d'autres organisations sur d'autres territoires et contribue ainsi à la mise en œuvre en France d'une politique de l'inclusion économique dynamique, efficace et performante, où chacun peut devenir un acteur du changement. Dès aujourd'hui, en rejoignant le mouvement, vous avez la possibilité d'accélérer le changement, de conduire la transformation des pratiques pour que 100% des entreprises pratiquent un recrutement inclusif et de libérer le potentiel de tous les talents qui aspirent à réussir leur vie professionnelle. Au sein de la Fondation Mosaïque, et comme vous d'ailleurs, nous pensons que Mohamed, Awa, Jonathan, Céline ou Sohan ont plus que leur place dans votre entreprise, que la question de la diversité ne devrait pas se poser et qu'elle est au contraire source de richesse et de performance. Fondation Mosaïque, rejoignez le mouvement. Bonjour à tous et bienvenue dans cet atelier dans le cadre du sommet de l'inclusion économique qui s'intitule « J'agis inclusif en publicité ». Donc, je suis moi-même Yen Ho, je suis directrice du planning stratégique au sein de l'agence EPOCA et je suis accompagnée de deux super invités. Stéphane Martin, qui est le directeur général de la RPP, donc autorité régulatrice en publicité. Bonjour. Bonjour. Et Walé. Pour bien prononcer ton nom, Badamossi Oyekami, qui est le fondateur de l'agence Darwin et de Mediamonks. Bonjour. Et nous sommes donc tous les trois ensemble pour vous parler finalement de la question de l'inclusion et des représentations en publicité. Hop. Est-ce que vous voyez bien ce que je projette? Oui. La première question en fait, que je voulais vous poser, c'était déjà d'avoir un petit peu votre définition de l'inclusion en publicité, sachant qu'aujourd'hui, on est quand même en fait, dans un écosystème communicationnel qui est extrêmement mouvant, où les représentations ont quand même radicalement changé, et ça s'est accéléré depuis quelques années. Allez, je me lance. C'est évidemment une question toujours difficile ou vaste, déjà parce que certains n'aiment pas finalement utiliser ce terme, on pourra voir, mais enfin, généralement, en tout cas dans
dans la régulation de la publicité, puisque l'ARP, c'est l'autorité depuis 1935 de régulation que la profession a souhaité mettre en place, dont vous êtes 2 adhérents, que ce soit Epoca ou Derwin, puisque ça réunit bien sûr les marques, les agences et les médias. Et sur ces sujets, on estime que notre rôle dans l'autorégulation que la profession s'impose, c'est évidemment de travailler sur les représentations dans la publicité. Alors, on peut parler bien sûr des représentations dans la transition écologique, hein, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, mais évidemment les représentations sur l'image et ce qu'on appelle l'image et le respect de la personne au sens très large. Donc, on vise bien sûr là toutes les dimensions de la personne et donc toutes les diversités, qu'elles soient bien sûr à l'origine, les premières règles déontologiques a évidemment porté sur cette image de la femme dans la publicité, il y a bientôt 50 ans, puisque c'était une problématique dont il fallait se saisir dès les années 70. Mais bien sûr, ça s'est élargi aux préoccupations, y compris d'âge, bien sûr de représentation, par exemple, des corps. Hein, ça a été une vraie... Les morphologies, mais avoir une diversité des représentations des corps. Diversité, bien sûr, je l'ai dit, de l'âge. Bien sûr, on pense bien sûr aux autres diversités. Orientation sexuelle aussi. Voilà. Donc on couvre, à vrai dire, tous ces champs dans cette définition sous le chapitre d'une règle socle qui s'appelle l'image et respect de la personne. Je rejoins évidemment Stéphane sur ce point-là. Je citerai peut-être Verna Mayer, qui est une activiste américaine qui travaille beaucoup sur le sujet et qui nous indique qu'on ne peut pas séparer vraiment la définition d'inclusion de la notion de diversité. Je pense que ces 2 choses-là sont interconnectées très fortement. Et elle utilise cette métaphore que j'aime bien, qui est la diversité. Si on doit faire une métaphore avec une fête, c'est le fait d'inviter des gens très différemment à votre fête, des gens qui ont toute forme d'âge, de sexe, d'orientation sexuelle, de couleur de peau, d'origine culturelle, de classe socio-démographique, d'origine ethnique. Donc c'est le fait d'avoir des gens différents sur la piste de danse. Et l'inclusion, ce qu'elle définit comme l'inclusion, c'est le fait de se dire que tout le monde est invité à danser. Parce que ce n'est pas une seule chose de réunir les gens dans la salle. Si on ne les inclut pas dans l'objet final qui est danser et s'amuser, c'est des gens qui restent isolés, donc du coup l'intégration ne se fait pas. Donc ce qui est important pour moi dans cette notion d'inclusion, c'est non plus avoir simplement la représentation, mais aussi avoir la possibilité à tous les niveaux hiérarchiques d'une entreprise, notamment dans la publicité, d'avoir ces formes de diversité représentées là, autant sur nos écrans, quels qu'ils soient, quelle soit la forme, que dans les entreprises, quel que soit le niveau hiérarchique. Donc je pense que les deux sont vraiment interconnectés, qu'il est important de remettre aussi le mot, comme tu l'as fait Stéphane, et comme tu disais GN, de remettre ça au cœur du débat aussi. Merci beaucoup. Et pour abonder, je pense que finalement, l'essence même de notre métier en tant que publicitaire ou en tant que régulateur justement de la publicité, c'est aussi finalement d'être une loupe de la société et donc de la représenter finalement tout simplement telle qu'elle est pour adresser en fait nos messages aux audiences qu'on va tout simplement cibler. Je voulais vous partager aussi 2 données qui nous paraissaient assez intéressantes et qui montrent justement un véritable décalage. Comme vous pouvez le voir ici, finalement, on se rend compte que pour plus de 72% des Français, dans une étude qui a été réalisée en 2022 par Kantar Insight et The Good Company, pour 72% des Français, avoir plus de diversité dans la publicité est considéré comme très important. Donc c'est un vrai sujet, il y a une véritable attente. Pourtant, si on le met en miroir justement des perceptions, pour plus de 40% des Français, leur représentation n'est pas assez réaliste en fait aujourd'hui dans les contenus de marque. Donc il nous reste encore un petit peu de chemin en tout cas à parcourir pour réduire ces écarts. La deuxième séquence que je voulais aborder également avec vous, c'était la question des progrès. On a vu aujourd'hui qu'il y a eu vraiment, et je vous mets quelques images à l'écran, de 2 marques, de Dove et de Gillette. Dove qui a quand même révolutionné, on va dire, la représentation des corps justement féminins dont vous parliez et qui a installé une véritable norme. Aujourd'hui, quand on prend justement les marques de mode notamment, on voit qu'on est passé à l'ère aussi du sans Photoshop, de la représentation de l'ensemble des corps. Donc ils ont vraiment été pionniers en tout cas en la matière. Pareil pour Gillette, qui est une marque assez patrimoniale qu'on a connue pendant des années avec le slogan « La perfection au masculin ». Aujourd'hui, ce qui est assez intéressant dans leur territoire publicitaire, c'est de voir que cette perfection a de multiples définitions et met en scène et surtout finalement désacralise en quelque sorte les icônes et les égéries.
Donc vous, aujourd'hui, Walé et Stéphane, est-ce que vous observez des évolutions, en fait, dans nos quotidiens, dans nos manières de faire aussi nos métiers, mais également dans soit les réglementations, soit les avis, en fait, que vous rendez notamment à la RPP? Il y a une évolution. L'enquête Kantar de Good Company a mesuré justement 25 ans de publicité, puisque Kantar, c'est l'outil de pige publicitaire. Et donc, il y a cette richesse-là a permis quand même de voir, et nous, puisque nous voyons aussi beaucoup de publicité, nous voyons une réelle évolution qui se fait notamment depuis le début, on va dire, de ce 21e siècle. Alors, évolution parce que la publicité... c'est aussi, entre en résonance avec les attentes de la société. Je crois qu'il ne faut jamais se tromper. La publicité n'anticipe pas forcément largement ce que la société voudrait. Mais par contre, puisqu'elle mène beaucoup d'études, parce qu'elle a beaucoup d'outils d'écoute, et a fortiori maintenant avec, par exemple, les réseaux sociaux, elle sait s'ajuster quand il le faut. Et donc, elle sait, et notamment quand ce sont des très grandes entreprises, ce qu'il faut saluer là, c'est que ce sont des grandes entreprises, parmi les premiers annonceurs mondiaux, qui font ce pas. Évidemment, ça se voit, ça a un impact, et c'est cette démarche-là d'engagement volontaire qui va vers cette juste représentation de la société, puisque c'est ça, en fait, le sujet de la publicité, d'autant plus que la publicité devient de plus en plus cet ultime champ, on va dire, vraiment populaire dans le plein sens du terme, puisque c'est celle qui essaye de moins discriminer, de moins cibler, de moins hyper-segmenter, même si, bien sûr, les techniques existent de ciblage et autres, mais par définition, finalement, c'est le 7 à 77 ans de Tintin c'est un peu quand même, pour ces grandes marques de grande consommation, demeure cet objectif. Donc, pour cela, passer des messages de diversité, y compris avec ce slogan massif qui est la perfection masculin, va dans le sens de ce que l'on observe clairement, puisque bien sûr on voit énormément de campagnes, vous soumettez beaucoup avant diffusion de projets, bien sûr on voit aussi après diffusion, on a des instances qui peuvent aussi être saisies de plaintes comme le jury de déontologie publicitaire sur des problématiques, où on voit d'ailleurs des plaintes, y compris sur ces sujets-là. Il y a encore des plaintes sur une représentation de l'homosexualité. Il y a encore des plaintes, malheureusement, sur la représentation de personnes en couleur. Donc il y a malheureusement, alors évidemment notre jury les balaie et voit les menaces parfois, puisqu'il y a aussi du droit dur qui est derrière, évidemment, sur ces sujets. Mais voilà, les entreprises doivent avancer, et elles le font, par notamment des programmes comme le programme de l'Union des marques, qui est un programme où les grandes entreprises, au sein du programme FAIR, prennent un très grand nombre d'engagements d'évolution. Alors après, évidemment, on voit toujours bouteille à moitié vide, ça existe, évidemment. Est-ce que c'est pas un petit peu, encore un peu lent, et on voit dans les attentes du sondage, mais il y a par contre une réalité objective, surtout quand on regarde vers le passé, qu'il y a une réalité objective, qu'il y a quand même une diversification des représentations jusqu'à une certaine limite, qui est probablement une dernière frontière à franchir, c'est les représentations du handicap, qui par contre sont extrêmement minoritaires. Et là, il y a une démarche collective probablement à avoir, mais c'est évidemment une démarche qui est complexe, déjà parce que tous les handicaps ne sont pas visibles. Il n'y a que 20% finalement du handicap visible. Donc, mais je crois que là, il y a une démarche de la profession tout entière, mais de la société, parce que tous les sens et les signifiants dans les contenus culturels, éditoriaux, informatifs, de divertissement, se posent les mêmes questions, bien sûr. Et donc, c'est un mouvement collectif qu'on doit avoir sur ces sujets. Pour compléter, je vais parler des deux campagnes qui ont été montrées là. À gauche, comme tu le disais, c'est une campagne de Dove qui, me semble-t-il, date des années 2010, oui, de mémoire, et qui était révolutionnaire à cette époque pour, comme tu l'as dit, la diversité des corps féminins et des couleurs de peau et de texture de cheveux. C'est assez intéressant de se dire que 12 ans plus tard, en 2022, se pose la question de se dire, mais en termes d'âge, il y a quand même une forme d'homogénéité. Donc on exclut une partie des femmes consommatrices, prescriptrices d'achat, de cette publicité-là. Donc cette publicité qui semblait très moderne il y a 12 ans, on pourrait la voir aujourd'hui, et ça montre le progrès qu'on est en train de faire, comme une pub qui exclut une partie des consommatrices sur l'âge, sur ce que tu disais sur la situation de handicap, même si la majorité des handicaps sont invisibles. Donc c'est intéressant de se dire qu'on a fait un progrès, parce qu'on est aujourd'hui encore plus critique qu'on était hier. Ce qu'on trouvait révolutionnaire hier devient basique aujourd'hui, et c'est tant mieux.
Et la campagne de droite, donc les 2 affiches de Gillette, La perfection masculin, qui est un travail qui est fait par l'agence Marcel, me semble-t-il, je trouve toujours très intéressant ce slogan, parce que je me dis que même aujourd'hui, ça pourrait être la perfection au masculin avec un X et un S. Oui. Parce qu'on rentre dans une société où la vision de l'homme masculine n'est plus monolithique, n'est plus une, et que du coup, toutes les formes de masculinité peuvent être représentées. Donc, c'est intéressant de voir les progrès qu'on fait, mais aussi la marge qu'il y a encore à faire. Et ce qui est intéressant dans le travail aussi qui a été fait avec Gillette et Marcel, c'est qu'il me semble que ce travail-là aboutit aussi visuellement à ces nouvelles histoires et à ces nouveaux visages-là, parce que la production de cette campagne exécutive est assurée par l'école Courtrage-May, me semble-t-il. Donc, comme je le disais, pour moi, l'inclusion et la diversité sont nécessaires à l'image, comme vous le voyez devant vous, mais aussi derrière, c'est-à-dire dans les processus de décision, dans les processus de création, dans les processus de production. Et dans la campagne du coup, de Gillette, l'école et les talents qui ont mis en place cette campagne-là sont des talents qui sont issus des quartiers populaires, donc du coup qui ont une vision enrichie de ce qu'est la masculinité aujourd'hui et qui ont pu faire des spots que je vous invite à regarder très différents de ce que s'est fait historiquement sur cette marque-là. Donc, à nouveau, c'est indispensable pour moi de combiner à la fois la volonté d'avoir un produit publicitaire actuel, moderne, voire progressiste, qui fait avancer positivement la société dans son inclusion, dans sa diversité, mais que ça se nourrit aussi essentiellement de talents à l'image, mais aussi de talents dans les structures de production, dans les agents de communication, à tous les niveaux et aussi notamment au niveau hiérarchique élevé. Et aujourd'hui, au quotidien, justement, l'intégration de toutes ces diversités-là, elle a forcément un impact sur nos manières, en effet, comme tu le dis, de créer, d'imaginer en fait les futurs spots publicitaires, mais également de réglementer. Et cette progression, aujourd'hui, comment est-ce que vous l'évaluez en fait dans vos manières de faire, justement, au quotidien, chacun dans vos lignes métiers ? Alors, évidemment, tout part, et ça Valérie le rappelle parfaitement, tout part d'une décision engageante de l'entreprise. Je pense que, évidemment, quand elle-même, elle a, et là je rejoins Valérie, évidemment, sa diversité dans ses recrutements, dans ses talents, dans ses compétences, ça paraît peut-être plus habituel, plus naturel que l'engagement part. Ensuite, notre action, évidemment, elle va être d'encourager toutes ces... d'aller vers cette direction-là, mais ce n'est pas le rôle de l'autorégulation de fixer l'engagement de l'entreprise, l'engagement sociétal au plein sens du terme, progressiste, comme ça a été dit. Bien sûr, c'est même d'accompagner, de défendre, par contre, ces évolutions qui malheureusement, faut encore réagir. Donc voilà, le rôle de l'autorégulation, c'est d'arriver en soutien, en accompagnement, en conseil et en défense, parce que parfois, c'est aussi nécessaire sur ces sujets, ce qui est le cas notamment des campagnes qui... comme celle de Gillette, où globalement, il y a encore des réactions sur des représentations homosexuelles, ou même sur la fluidité des genres, qu'on voit dans la masculinité notamment, mais aussi la féminité, voilà, où il peut y avoir encore des gens qui ont envie de réagir. C'est pas dire justement qu'il faut les écouter forcément, on peut entendre, les écouter pas forcément, et surtout continuer... parce que c'est une attente d'avoir cette représentation de la société, mais telle qu'on peut la voir, y compris, et telle qu'on doit la voir dans nos entreprises. Il y a encore des marges de progrès. On y travaille tous, enfin je l'espère. Et je rejoins complètement Walé justement sur son approche, en tout cas d'agir sur l'ensemble de la chaîne. Il y a le résultat en effet que vous allez voir en fait sur les médias, mais également la manière de produire. Et je vois aujourd'hui, moi, dans le cadre de mon métier d'ailleurs, la force aussi de recommandation qu'on va avoir, à la fois dans les copies qu'on va écrire, et à la fois en fait tout simplement en faisant un sujet, en tout cas d'attention particulier envers nos clients. Walé, est-ce que vous, dans vos processus créatifs justement, vous intégrez aussi ces dimensions-là? Est-ce que cette force de conseil, vous sentez qu'elle a augmenté avec le temps? Alors moi, j'ai démarré dans la publicité il y a 12 ans de ça. Je vais mettre un peu les pieds dans le plat. J'ai commencé dans une agence qui s'appelle Buzzman, qui est dirigée par quelqu'un qui s'appelle Georges Mohamed Cherif, donc du coup qui est un fils de Kabyle né en France. Et je suis un patron d'agence désormais, qui suis un homme noir de moins de 40 ans. Donc ces questions-là de représentation, je m'y suis heurté très rapidement. Et je pense que la publicité, dans son pouvoir, a aussi, comme le dit Spider-Man dans les séries Marvel, aussi un énorme devoir de responsabilité, quoi. Avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Et c'est important, en tout cas en tant que patron, dirigeant ou manager, qu'il y a des choix
et le pouvoir de faire les choix dans les équipes qui recrutent, dans la diversité de genre, d'âge, de capacité, de réseaux socioculturels, de préférences sexuelles, de choisir finalement l'équipe la plus performante. On est dans une industrie créative qui cherche à avoir des histoires uniques et différenciantes. Il y a, j'en sais rien, peut-être 2000 agences de communication qui vont potentiellement produire les mêmes idées. Et l'or de notre métier, c'est l'idée de créer des choses qui soient uniques. Et je pense que le caractère unique des idées vient d'équipes qui sont performantes. Et moi, il y a quelque chose que je trouve hyper intéressant quand je travaille sur ces questions d'inclusion et de diversité, c'est de les replacer aussi dans un contexte qui est non seulement éthique, mais aussi dans un contexte de performance et économique. On est ici à Bercy. Les études de McKinsey que je vous invite à lire, alors Bercy connaît bien McKinsey, semblerait-il, mais les études de McKinsey depuis 5 ans démontrent que plus un groupe collectif et une entreprise est diverse, plus elle est performante financièrement. On arrive en 2023 dans une période où potentiellement il va y avoir une récession économique, où chaque point de croissance va être important. McKinsey nous affirme depuis 5 ans que plus les équipes sont diverses en termes de genre, en termes d'origine, en termes d'âge, plus elles sont performantes financièrement. C'est la martingale. Si on me disait qu'il y avait une solution pour augmenter d'1 ou 2 points mon PNL, mon ROI en fin d'année, je ferais immédiatement dans le cadre de la loi. Il se trouve que c'est possible dans le cadre de la loi. Et je pense que c'est des choses qu'une entreprise qui m'amène à intégrer très fortement, très rapidement. C'est aussi lié au bagage culturel que j'ai, c'est aussi lié à mes origines, et j'ai mis ça automatiquement en place à l'agence. Et ce qui est assez intéressant, ça rejoint ce que vous disiez sur Dove, c'est que c'est un travail qui est permanent. Moi, j'ai commencé sur la représentation diverse parce que je suis un homme noir. Et ça m'intéressait de me dire pourquoi est-ce qu'il y a si peu de noirs dans la publicité. Donc du coup, c'est quelque chose que j'ai travaillé et c'est des personnes noires, hommes, femmes que j'ai recrutées. Puis j'ai découvert en fait la question du genre, qui est peut-être une des questions les plus difficiles. 50% de la population en fait est discriminée, c'est énormissime. Donc je suis ensuite rentré dans les questions de genre en m'intéressant au sujet. Puis mon RH était très intéressé par les questions de handicap. Et donc du coup, évidemment, il y a l'obligation légale, le quota. On dit qu'en France, il n'y a pas de quota. Il y a des quotas en France. On a 6% d'obligation de recrutement de personnes en situation de handicap, sinon on a des amendes. Donc les quotas existent en France, sachez-le. Donc je suis rentré ensuite dans ces questions-là de handicap, et petit à petit, je développe finalement mon intérêt pour les questions d'inclusion et de diversité, en élargissant le périmètre de mes centres d'intérêt et de la représentation au sein de l'agence. Donc même en étant un homme noir, j'ai des biais. Voilà, je suis très honnête là-dessus, j'ai des biais et je dois encore progresser. Et je pense que c'est quelque chose que l'ensemble du marché doit admettre et sur lequel on doit travailler. Je considère que si on n'admet pas ces faiblesses, on ne peut pas les corriger. Et la publicité avance, mais encore du travail, me semble-t-il. Et encore une fois, on est un reflet aussi de la société, donc le progrès, on est tous en train de l'enclencher ensemble. Il y avait une troisième grande thématique que je voulais aborder avec vous, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on l'a vu, en fait, l'engagement des marques est un levier en fait, d'attractivité. Et ça se voit finalement jusqu'à la dimension marque employeur, d'ailleurs, où finalement les engagements RSE d'une marque, donc par exemple ces politiques d'inclusion et de diversité, vont devenir en fait des leviers de choix. Quand je vais choisir ou répondre à une annonce d'une entreprise. Et on voit en fait que cette tendance s'accélère, puisque cet item-là a pris plus 5 points en un an seulement, dans une étude qu'on avait réalisée sur les entreprises préférées auprès des étudiants et des jeunes diplômés. La frontière est quand même mince finalement entre l'opportunité, on va dire, d'afficher un engagement et celui en fait de l'engagement réel qui connote quand même d'une transformation finalement en profondeur, soit d'un modèle, soit de manière de faire. Là aussi, j'avais quelques données à vous partager d'ailleurs pour vous faire réagir. On se rend compte que déjà, le progrès en fait, global des marques dans les représentations en publicité est salué. C'est-à-dire que près de 80% en fait, des Français ont remarqué que les marques en fait, font de plus en plus d'efforts sur ce sujet. Et pourtant, il y a une véritable méfiance, comme on le connaît tous, même sur les questions justement des prises de position sur la transition écologique, pour en fait 69% d'entre eux quand même, donc c'est pas anecdotique. Ces engagements en fait relèvent purement de l'opportunisme et du politiquement correct. Donc aujourd'hui, finalement, comment est-ce que vous gérez cette frontière entre l'engagement et un petit peu le purpose washing ? Est-ce que vous y faites face également au quotidien? Et comment vous réagissez à ça? Bon, de manière générale, le français doute.
il n'a pas confiance en beaucoup de choses, en aucune institution dans l'entreprise. Voilà. Donc ça, c'est le constat. On est comme ça. Donc il faut intégrer ce doute, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut évidemment pas veiller à limiter, faire baisser ce taux. Alors bien sûr, il y a la sincérité de l'engagement, la sincérité de la communication de cet engagement. Bon, là, c'est plus évidemment notre rôle collectif au sein de l'ARP et vous qui y adhérez. Mais au-delà de la sincérité de l'engagement, il y a aussi, qui est une réalité d'entreprise, je crois et a fortiori maintenant, surtout quand on veut attirer les talents, les compétences, les réactions peuvent faire beaucoup plus de mal finalement notamment à la réputation si y a un bout d'insincérité qui apparaît ou si l'allégation est un peu disproportionnée par rapport à l'engagement. On a parlé de l'écologie, mais ça vaut évidemment de manière générale sur tout ce qui est donc dit washing en bon français. Et donc il y a une vigilance à avoir. Je pense que certaines se sont peut-être déjà fait taper un peu sur les doigts, et a fortiori sur ces sujets-là, je crois que c'est un risque majeur qu'une entreprise prendrait, surtout sur sa marque employeur, si elle était un peu excessive dans ses engagements, parce qu'ils sont faciles à vérifier, par définition, ils sont faciles à contrôler. Il y a aussi dans les entreprises, on a parlé des obligations dans les plus de 20 salariés, soit de recrutement, soit évidemment d'une taxe, mais ensuite il y a évidemment les CSE, hein, il y a pour les plus grandes des organisations syndicales qui sont elles aussi dans cette mutation, hein. Donc il faut aussi penser que l'interne n'est pas complètement cadenassé dans sa parole, dans sa liberté de s'exprimer. Il peut le faire aussi sur les réseaux sociaux. Donc au global du doute qui est naturel, on va dire comme cela, il y a aussi cette réalité. Alors peut-être les Français doutent parce qu'il y a eu peut-être des engagements qui n'ont pas été tenus, mais maintenant des engagements non tenus se voient cachent. Et les réseaux amplifient, et puis bien sûr au-delà des réseaux, c'est surtout, ensuite c'est normal, la liberté de la presse qui est là pour l'amplifier. Donc je pense que le combat, il doit être là, et notre rôle c'est parfois de dire et de vérifier, notamment au regard de l'allégation, les preuves qu'il y a derrière, hein. C'est pour cela qu'on fait souvent un travail. Mettez dans la publicité au moins un début de preuve, pas tôt de la preuve si c'est une énorme étude, etc. Mais au moins que justement ceux qui ont envie d'aller plus loin trouvent facilement. Ne cachez pas sur votre site la preuve, faites le lien direct. Enfin, donc quel que soit, dès que vous avez une allégation, elle doit être prouvée, bien sûr à partir de chiffres, mais au-delà de ça, d'engagement. Et bien souvent, les entreprises ont toutes les preuves, parce qu'avant de se lancer dans de telles allégations, elles sont quand même assez vigilantes à ne pas aller trop loin. Après, il y a une différence quand l'entreprise est un peu multinationale et autres. Il ne faut pas se leurrer. Sur ces sujets-là, nous n'avons pas du tout la même grille de lecture que les anglo-saxons, par exemple, ou même d'autres pays, ou même dans les entreprises vraiment mondialisées. L'Asie, elle va avoir une autre lecture, etc. Donc parfois, c'est là où il y a besoin d'une grille d'interprétation culturelle à mettre en place. Pour les équipes françaises, je le comprendrais bien, mais elles doivent elles-mêmes réexpliquer. Donc on sert aussi souvent à expliquer ou à aider les équipes françaises à justifier pourquoi. Dans ce cas-là, en France, ce n'est pas exactement de la même manière, parce que nous ne sommes pas dans un modèle exactement, et a fortiori pas du tout dans le modèle anglo-saxon. Sur la notion de la data que 69% des Français, ces engagements relèvent de l'opportunisme du politiquement correct, je suis tout à fait aligné avec ça. Alors ça me dérange moins que les engagements relèvent du politiquement correct, c'est-à-dire comment la barre du minimum est acceptable. L'opportunisme, effectivement, c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est plus accepté, et comme l'a dit Stéphane, sanctionné directement par les consommateurs en termes d'actes d'achat ou en termes de réputation. Donc du coup, je pense qu'il n'y a aucune entreprise qui sciemment ferait ce type d'action-là. De l'autre côté, je trouve qu'effectivement, il y a un vrai intérêt pour les entreprises de commencer par travailler sur elles-mêmes en interne, parce qu'on dit souvent que charité bien organisée commence par soi-même. Et donc, du coup, les grandes politiques d'inclusion, de diversité qu'on peut voir, qui sont menées et communiquées, commencent par la direction. Et aujourd'hui, comme vous le disiez, ces directions-là sont souvent disponibles dans les rapports annuels, sur les sites, dans les sections RSE. Et donc, du coup, il y a la possibilité assez rapidement
de voir s'il y a une dissonance entre le discours qui est recommandé ou sur lequel on est briefé en tant qu'agence. Positionnez-nous comme un acteur moderne, pertinent de la société actuelle. Nous, le travail qu'on va faire, c'est aussi regarder factuellement, en tout cas dans les informations qui sont publiques, est-ce qu'elles sont en concordance ou est-ce qu'elles sont en dissonance. Et si elles sont en dissonance, notre rôle de conseil, c'est aussi de leur dire, cette prise de parole-là que vous voulez faire dissonnera parce qu'une partie des gens va faire l'enquête, une partie de vos consommateurs ou de vos détracteurs va faire l'enquête pour voir si vos propos tenus sur l'inclusion et la diversité sont en phase avec la réalité de vos choix RH dans des postes de haute responsabilité. Si ce n'est pas le cas, vous vous exposez à un risque interne et externe, sur lequel vous pouvez agir immédiatement, en fait, ou à court ou moyen terme. Donc, du coup, notre recommandation va plutôt dans ce sens-là, quand on est face à des campagnes ou des briefs qui nous semblent exagérés, manifestement exagérés. Et je vous rejoins complètement, on n'est pas exactement sur les mêmes segments d'activité. Puisque nous, chez Epoca, c'est vrai qu'on est beaucoup plus corporate, mais on va traiter finalement de positionnement en fait de fond et stratégique pour les entreprises qu'on va accompagner. Et c'est vrai qu'en réalité, la première clé d'entrée, c'est les preuves, tout simplement. Et en effet, affirmer un engagement derrière se prouve. Moi, je l'ai testé justement même d'un point de vue un peu plus réglementaire sur la RPP. J'avais eu l'expérience il y a quelques années où j'avais une campagne justement d'engagement, en tout cas pour une marque, engagement plutôt sur le segment, on va dire environnemental. Et la RPP m'a demandé en fait d'ajouter en mention légale les preuves chiffrées de cet engagement-là. Et j'ai trouvé ça extrêmement positif comme signal, parce qu'en effet, au-delà de déclarer, je suis en train en réalité de prouver l'engagement d'une entreprise. Pour terminer, ouverture un peu sur les solutions, parce que encore une fois en termes d'inclusion, on n'y est pas encore tout à fait, même s'il y a une réelle progression. On commence à tous en tout cas se mettre en mouvement. Aujourd'hui, justement, vous parliez en tout cas d'agir sur l'ensemble de la chaîne de valeur. On effleure aussi du doigt la question de ceux qui font. C'est vrai que moi-même, je suis une femme asiatique de moins de 40 ans. Et c'est vrai que quand j'assiste finalement à des grands rassemblements, en tout cas autour des professionnels de notre métier, en termes de diversité, on n'y est pas encore tout à fait. Aujourd'hui, est-ce que de votre côté, mais vous y avez un petit peu répondu, vous enclenchez justement une diversification déjà au sein même en fait de vos équipes, mais également finalement, moi je trouve qu'il y a d'autres acteurs. Typiquement en corporate, on bosse énormément avec les banques d'images. Donc c'est un petit peu notre vivier en termes d'iconographie, et je me rends compte à quel point on peut être bloqué en fait très souvent dans les représentations. Là aussi en fait il y a matière à agir. Donc pour vous par exemple, quels sont les acteurs en tout cas de la chaîne de valeur, on va dire de la création publicitaire, qui sont les premiers à devoir bouger avec nous? Je réponds déjà sur le... Alors, moi, je suis plus de 50 ans et un homme blanc, mais je réponds déjà sur le... Par exemple, sur les banques d'images. Il existe une banque d'images que beaucoup connaissent, Pic & Pic, par exemple, qui est une banque d'images française qui essaie de développer, etc. Bon, elle ne peut pas répondre à tous les sujets, mais en tout cas qui va dans ce sens, justement, de trouver de nouvelles représentations, parce qu'on sait qu'évidemment, tous les budgets de communication ne peuvent pas payer des droits et surtout du photographe, etc. On peut le regretter, bien sûr. Sur la dimension des recrutements, voilà, il l'a très bien dit plusieurs fois, c'est évidemment clé. C'est qu'évidemment, il faut une diversité, mais y compris socio-culturelle et socio-économique. C'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir que, et c'est important, mais que des grandes écoles, par exemple, puisque malheureusement, pour l'instant encore, même si les grandes écoles font aussi des efforts dans les cursus, mais donc c'est aussi dans la variété des origines presque socio-économiques et géographiques, même nationales, où cette diversité doit aussi venir. Et pour cela, je sais que l'AFDAS est présent dans la salle, que notamment la dimension apprentissage qui a été renforcée. La publicité a enfin pris le pli de peut-être plus d'apprentissage et moins de stagiaires, ou au moins, en tout cas, de développer la filière apprentissage. Et par essence, forcément, l'apprentissage a une grande diversité de jeunes qui vont choisir cette filière. Après, on a aussi une préoccupation, c'est qu'il faut aussi que venir travailler dans la publicité doit être attractif. Et on a aussi ce travail global, puisqu'il faut qu'on arrive aussi à expliquer toute une jeunesse que venez dans la communication, quelles que soient finalement vos opinions, parce que c'est comme cela
que vous allez finalement porter vos ambitions de transition, alors écologique par exemple, et puis a fortiori bien sûr du sujet d'inclusion. Donc ça, c'est aussi des actions très concrètes, l'engagement des organisations professionnelles, puisque évidemment avec les syndicats de salariés, il y a des engagements qui sont clairs, qu'il y a des financements qui sont prévus, hein, justement comme un outil comme l'AFDAS va dans ce sens-là. Donc ça répond, on va dire, aux solutions, mais elles sont tellement plurifactorielles et elles sont multiples. Ce n'est qu'un élément de solutions possibles. Pour moi, réussir ce challenge qui est la diversité et l'inclusion de la publicité, ça demande de la détermination et du courage. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est automatique, ce n'est pas quelque chose qui est simple, ce n'est pas quelque chose qui est immédiat. C'est quelque chose qui est difficile et je l'entends parfaitement au quotidien. Pourquoi je dis que ça demande aussi du courage? Moi, je me suis beaucoup posé la question de comment est-ce que je mesure le succès de ma politique sur l'inclusion et la diversité. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était possible de mesurer et de faire des sondages anonymisés. Mon département légal a travaillé là-dessus pour avoir finalement des indications sur les populations qui travaillent dans mon entreprise. Ça demande la détermination parce que la première réponse que vous aurez d'un avocat ou de votre service juridique, c'est « ce n'est pas possible, c'est interdit par la CNIL ». J'ai passé des week-ends sur le site de la CNIL, en fait, sous condition d'anonymat, de non-conservation des données. Il y a la possibilité d'avoir ces informations-là. Parce que je crois que fondamentalement, si on ne mesure pas un problème, on ne peut pas le traiter. Voilà, si on ne mesure pas le problème de l'inclusion et de la diversité dans le secteur de la publicité comme dans l'économie globalement en France, on ne pourra pas le traiter. On ne pourra pas savoir si on a progressé, régressé ou stagné. Du coup, je vous invite à aller voir le site de la CNIL qui vous donne des conditions strictes pour faire des sondages qui permettent d'avoir des informations sur la diversité au sein de vos entreprises. Premier point. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on peut mesurer, donc du coup, mesurer l'évolution dans le temps quoi, et de ses engagements. Deuxièmement, la politique, elle passe aussi par l'inclusion, parce que comme je vous l'ai dit, ce n'est pas parce que vous aurez des gens d'univers différents dans votre entreprise qui réussiront à s'intégrer à votre culture d'entreprise et à performer aussi fortement que des personnes qui sont naturellement entrées dans la publicité. Si vous avez fait une école de communication privée, que vous avez été capable de payer, et que vous rentrez en agence de publicité, vous avez fait vos stages, c'est plus facile que si vous avez été dans une université publique, faire une licence ou un M1 de littérature, et que vous voulez devenir copywriter, ça sera plus dur. Donc du coup, le travail d'inclusion, il veut aussi dire la capacité culturellement de chaque entreprise, de chaque individu au sein de la société, d'accueillir ces talents qui ont des compétences différentes, et du coup une approche différente. Et une approche différente, ça veut dire plus difficile, ou en tout cas moins immédiat. Mais ça ne veut pas dire plus riche. Moi, je pense fondamentalement que ça veut dire plus riche à moyen terme, mais que du coup, ça demande plus de travail et plus de courage, quoi, de ne pas récolter immédiatement le fruit d'un recrutement en stage, en alternance, en job, en CDI, en CDD ou en freelance, de quelqu'un qui n'a pas immédiatement les codes. Ça ne veut pas dire qu'il ou elle ne pourra pas les acquérir. Ça veut juste dire qu'il ou elle mettra potentiellement plus de temps, aura besoin de plus de temps de votre supervision, et c'est ça qu'on caractérise comme l'inclusion, c'est inviter ces gens-là aussi à danser, même s'ils ne maîtrisent pas le Charleston dès le jour 1. Et je pense que ça passe par là, quoi. Donc pour moi, mesurer, accepter de mesurer sous condition, voilà, et en parler, en faire un sujet réel sur la table, et de l'autre côté, avoir l'abnégation de se dire que c'est un sujet qui est important, et qui, comme tout projet, va connaître des difficultés, des échecs, des erreurs, clairement, mais qui, au bout du compte, génère plus de tissu culturel et sociétal, et qui, en plus, ramène de l'argent. Donc, c'est pas mal pour Bercy. Voilà. Et on le voit au quotidien d'ailleurs, parce que moi qui fais l'exercice dès que je brainstorm en fait avec des personnes en fait, soit d'origine, de genre, etc. différents et de parcours différents, on voit tout de suite que le brainstorming en fait prend une toute autre teneur, parce qu'il y a une véritable confrontation et surtout partage en fait d'expériences extrêmement différentes. Et pour les métiers qu'on manie, qui sont quand même intimement liés à la créativité, bah, ça fait juste du bien de s'ouvrir les chakras. Merci beaucoup pour votre présence et pour vos interventions inspirantes. Peut-être qu'on peut laisser quelques minutes, en tout cas, à des questions, si vous en avez. Oui, il faut prendre le micro, oui. Merci beaucoup. Moi, j'avais une question sur la recette de la publicité inclusive, parce que on a de plus en plus, disons, une représentation. On invite à la fête de plus en plus de, disons, segments de population différents.
mais on voit qu'il y a des biais très forts qui restent. Par exemple, on va plutôt montrer les hommes qui agissent, les femmes vont moins agir dans la publicité. Bon, basique. Est-ce qu'il y a des biais particuliers auxquels on doit faire attention ? Alors, on en a justement sorti une campagne, on fait la pub finalement de l'ARP, mais sur ce sujet, hein, on l'a sorti en octobre, parce qu'on est bien conscient qu'il y a du stéréotype, ça a été dit, il y a les biais, et ils sont multiples. C'est pour ça que c'est un exercice collectif, hein, la publicité. Comme vous le dites, hein, évidemment, sur les représentations hommes-femmes, il y a tout ce travail. Où il faut, pour certains, voilà, il faut se forcer peut-être, mais en tout cas, il y a tout ce travail où il faut se dire, mais est-ce que je ne crée pas justement un nouveau stéréotype, mais qui peut être inverse parfois, est-ce qu'il faut complètement prendre le contre-pied, etc. Donc, c'est pour ça que c'est un magnifique métier, hein, la communication, parce qu'il n'y a pas de recette au sens, sinon ça serait facile finalement, il y aurait une agence qui travaillerait pour tout le monde, etc. Mais justement, il faut une multiplicité de talents, de compétences, d'angles, parce que il n'y a pas de recette unique. Ça serait trop facile, je pense, pour toi. Tout à fait. Et puis trop facile pour tout le monde. Donc ça mettrait tout le monde sur un pied d'égalité. Deux choses. Il y a des tests en ligne qui existent pour connaître ces biais, que je vous invite tous à faire. C'est des tests qui existent, beaucoup en anglais, certains en français. Et je pense que c'est intéressant de le faire régulièrement pour voir comment est-ce qu'on évolue soi-même et quels sont les biais qu'on projette. Et deuxièmement, je pense qu'il y a un deuxième élément qui est important, c'est le fait d'avoir autour de la table des décisionnaires des gens qui soient variés, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, si tu as une version caricaturale de la femme de la campagne, si tu as dans ton équipe des gens qui ont grandi à la campagne ou qui ont une vision pluraliste de la campagne, ils vont peut-être avoir la possibilité d'exprimer cette chose-là ou d'en avoir conscience. Donc, en avoir conscience, c'est bien. Encore faut-il que ça soit exprimé dans un cadre qui te permette d'exprimer un avis critique, et de deux, que ça soit entendu. Donc, il y a quand même pas mal des choses qu'il faut mettre en place pour éviter de tomber dans ces écueils-là, mais la pluralité des points de vue autour d'une table et la capacité d'écoute et la capacité d'agir sont des points fondamentaux qui permettent de réduire les biais, même si malheureusement il en reste parfois, hein, malgré ce filtre-là, quoi. Ça répond à ta question ? Bonjour, Marianne Michelet, directrice communication chez Euronews. Moi, je remarque quelque chose beaucoup en télé, ici en France, c'est qu'effectivement, on a beaucoup évolué dans la représentativité des différentes diversités, mais il y a une diversité qu'on voit très rarement, c'est les personnes âgées africaines, asiatiques et arabes dans les publicités. Comment on fait pour changer un petit peu cette vision ? Parce que cette population, effectivement, vieillit, comme tout le monde, comme tout à chacun. Mais c'est vrai que quand on voit les pubs Audica, demain je vais vieillir, je ne me vois pas du tout là-dessus. Donc, comment est-ce qu'on fait pour faire évoluer également les mentalités là-dessus ? Parce que je suis la prochaine génération de personnes qui vont être retraitées. Et on se parle d'un grand marché aujourd'hui, donc c'est aussi ça qu'il faut prendre comme contre-pied. Comment ça se passe ? Alors, je pense que vous avez tout à fait raison. On voit énormément d'évolutions justement sur la question des genres, sur la question de l'orientation sexuelle. Les grands oubliés sont peut-être justement les seniors, hein, qui sont une vraie réalité démographique de toute façon et qui va toucher, on va dire, une grande partie des pays du monde. Et les questions du handicap. Moi, j'ai l'impression que, en tout cas, nous, en tant qu'agence, si on a capté en fait ces nécessités-là et ces progrès-là, on est véritablement force de proposition. Aujourd'hui, en tout cas, quand on manipule, on va dire, la création implique aussi finalement à la fois les modèles qu'on va mettre en place et dans quelle situation finalement on va les mettre en place. Donc je pense qu'il y a un premier levier d'action. Vous parliez justement de décideurs, en tout cas représentatifs de cette diversité-là. Quand on l'a pas, je pense qu'en tout cas on a une véritable force de conviction à faire valoir. Et on en voit, moi je trouve, quelques prémices, par exemple. Alors est-ce que c'est de l'opportunisme ou pas ? Je n'en sais rien. Mais typiquement aujourd'hui, dans tous les acteurs de la mode, on voit quelques ruptures, justement, où on va voir en fait des mannequins ultra seniors, par exemple, qui vont être mis en avant. Ça commence tout juste. Je vous rejoins sur le fait qu'on n'est pas du tout aujourd'hui représentatif. La réussite est souvent en effet affiliée, on va dire, plutôt à de la jeunesse et un espèce de sociotype, hein, qui est standardisé. Et je pense que c'est à nous justement de l'intégrer aussi dans nos propositions créatives et peut-être en fait d'en faire un ressort créatif.
Mais ça tient aussi, faut pas, à la population même de la créativité. C'est-à-dire qu'évidemment, les tranches d'âge restent encore assez jeunes dans la création, on va dire, au quotidien, etc. Donc les représentations qui peuvent être faites, et on le voit dans la publicité, c'est soit, alors là, dans ces cas-là, c'est Papy ou Mamie Gâteau, etc., mais qui est finalement... Ça existe, mais enfin, c'est une caricature presque. C'est un stéréotype, sans qu'il soit dégradant ni dévalorisant, mais c'est un stéréotype. Et donc, on a, c'est vrai, ces deux frontières. Hein. Il y a évidemment le handicap et il y a l'âge. Voilà, comment on peut représenter ce qui est une autre société européenne. Évidemment, elle vieillit, y compris d'ailleurs en Asie, dans beaucoup de pays, ça vieillit aussi. Donc, comment représenter... voilà, mais aussi bien voilà, des seniors, vous comme moi, moi je suis dedans pareil, puisque je rappelle, un senior dans le code du travail, c'est 45 ans, hein, donc ça vient très vite, oui. Donc, oui. Donc, je le dis tout de suite, comme ça vous met... Il ne faut pas attendre que les cheveux blancs pour être senior dans le code du travail. Donc au-delà de ça, c'est évidemment, on doit savoir cette hiérarchie. Et donc, mais c'est un effort, c'est là où elle a raison, parce qu'il faut se forcer. Parce qu'on a tous des biais ou cette habitude, puisque la publicité, elle est aspirationnelle. Donc, évidemment, ça paraît plus aspirationnel si on monte plutôt des vingtenaires que des sexagénaires, par exemple. Mais en fait, il faut se forcer, parce que ça peut être tout à fait aussi inspirationnel à partir de 60 ans. En fait, je suis totalement aligné avec vous sur les représentations des seniors et de la diversité. Donc, en gros, c'est le croisement des deux, donc c'est vraiment difficile. L'intersectionnalité, comme on l'appelle. Juste pour dire quand même qu'il y a un tout petit peu de progrès. BETC a sorti pour Bouygues Télécom cette semaine une campagne de pub où la mère Noël est noire. Voilà, donc c'est peut-être l'exception qui confirme la règle, donc je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas, je dis peut-être que c'est l'exception qui confirme une règle générale, mais je trouve ça assez intéressant, et moi je l'ai remarqué, je me suis dit, Bouygues Télécom, Mère Noël, elle est noire, et elle est DJ, bon, elle est noire et donc elle est DJ, bon, on voit... bon, mais néanmoins, j'ai salué l'effort de me dire, campagne Bouygues nationale pour ma fille qui va appeler le Père Noël, la Mère Noël est noire. Et j'ai trouvé ça donc potentiellement famille recomposée. Enfin voilà, donc ça induit pas mal de choses que je trouve intéressantes pour une marque comme Bouygues qui n'a pas besoin de porter de ce message-là, mais qui le fait pour être actuel. Et du coup, je trouve ça pertinent. Et ça fait du coup un supplément d'âme à une pub Bouygues Télécom. Donc je trouve ça intéressant. Donc l'exception qui confirme peut-être la règle. Et on y sera quand ça ne sera justement plus une exception et que ça ne nous étonnera plus. Merci beaucoup pour votre écoute.